Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles sont entrepreneuses, artistes, altruistes, courageuses, têtues, ambitieuses, passionnées. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme. Cécile de Ménibus, on vous a connue avant tout chez Coé sur TF1, où vous êtes restée pendant plusieurs années. Mais on se rend rapidement compte que c'est une toute petite partie de votre carrière, parce que quand on creuse, c'est quasiment impossible d'être exhaustif sur votre parcours professionnel. On peut même se demander si vous n'êtes pas un peu hyperactive. Vous êtes donc animatrice télé et radio, vous êtes actrice, ça c'est pour la partie émergée de l'iceberg. Vous avez votre boîte d'aménagement intérieur, vous êtes productrice, vous faites du conseil au patron, vous avez été pilote auto, photographe de Formule 1, vous avez écrit un roman, une pièce de théâtre. Et plus surprenant, vous êtes lieutenant-colonel de la réserve citoyenne à la gendarmerie nationale. Vous avez arrêté vos études relativement tôt en première pour les reprendre plus tard, on en parlera tout à l'heure. Donc vous avez commencé à travailler très tôt, mais la Cécile plus jeune, avant de se lancer, elle voulait faire quoi ? Je voulais être commissaire de police, en fait. À la base, quand j'étais petite, j'avais décidé d'aller vers cette destinée. Et à l'époque, on m'a dit, mais tu sais, les filles dans la police, voilà, ça reste derrière un bureau, ça ne monte pas sur les opérations. Enfin, bon. Et ça m'a un peu dissuadée parce que c'était peut-être le seul métier qui m'aurait donné envie de faire des études. Et j'ai un souci, c'est que j'aime tout, en fait. Je suis tellement curieuse de plein de choses que j'ai envie de tout essayer. J'aurais pu être pilote d'avion si j'en avais eu la faculté, j'aurais pu ouvrir un commerce, j'aurais pu faire plein de choses parce que je trouve que chaque métier a forcément son expertise, sa spécificité. Les seules choses que je n'aurais pas pu faire, je dis pilote d'avion, mais il faut être matheux, donc là ça aurait pas été possible. Astronaute, c'est pas possible non plus. Voilà, tout ce qui demandait un peu d'encadrement académique, je savais que ça ne serait pas pour moi, donc il fallait que je trouve des chemins détournés pour pouvoir obtenir en tout cas et faire quelque chose qui puisse remplir cet estomac intellectuel de vouloir tout goûter en fait. C'est ça mon souci. Mais c'est ce qu'on voit effectivement sur votre carrière. Et d'ailleurs, en regardant, on voit que vous avez été pilote automobile. Donc, vous dites pas pilote d'avion, mais finalement, vous avez quand même été pilote automobile. Comment c'est arrivé, ça ? Pilote automobile, en fait, ça ne demande pas de faculté mathématique. Pilote d'avion, voilà, piloter un avion, ça demande. En fait, à l'époque, j'étais photographe en Formule 1. Et je faisais des petits papiers aussi dans la presse sur les pilotes. Et je me suis dit, il faut que j'essaye. Il faut que je tente le coup, que je monte dans une voiture et que de l'intérieur, je comprenne finalement les enjeux. Je comprenne pourquoi à un moment donné, on va plus vite, moins vite. J'ai fait une école de pilotage. Et voilà, et ça a démarré comme ça. Je me suis dit, c'est plutôt rigolo, c'est sympa. Et ça s'est plutôt bien passé. Et quand je suis arrivée en Belgique, parce qu'à l'époque, j'habitais en Belgique, je cherchais à l'époque des pilotes féminins. Et quand je dis féminin, c'est-à-dire que pas des filles déguisées en garçons. Et j'ai tenté le coup. Ça a été un grand moment de solitude. Ah oui, ça a été dur les débuts. Ouais. Bah oui, c'est difficile parce que ils m'ont vu débarquer en disant mais qui est cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle veut ? Et c'était très intéressant parce que finalement la course automobile m'a beaucoup appris de la gestion de soi-même. La gestion du risque, la gestion de la temporalité, la gestion de la vision à 360. Finalement, la course automobile a régi un petit peu toute ma carrière. Au-delà de la piste. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une voiture, vous devez anticiper. Quand vous êtes dans une courbe, votre regard, il est déjà dans la courbe d'après. Donc moi, depuis, je travaille toujours comme ça. C'est-à-dire que j'ai mon travail du temps présent, mais j'anticipe toujours en disant ça, je sais que demain, ça va être fait, mais dans 3 mois, 4 mois, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que déjà, la mutation écologique qui secoue le secteur automobile a un impact sur votre usage au quotidien. Est-ce que ça change quelque chose ? Forcément, parce que quand on a vécu dans le thermique, les grands amateurs de voitures, c'était ça, c'est la puissance, le bruit, voilà. Et tout doucement, j'ai l'impression qu'on glisse naturellement vers effectivement une transition douce, parce que moi je suis pour la transition douce en fait. Il y a des sensations qui ont pris le pas sur le bruit du moteur, mais tout doucement. Et aujourd'hui, moi je dis bravo aux constructeurs automobiles pour plein de raisons. C'est qu'en fait, ils réagissent à tout ça. Ils permettent de donner un nouvel usage de l'automobile en gardant ce côté technique, ce côté magique, le confort, la technologie, l'innovation. Et en fait, ce ne sont pas des mondes qui se percutent, ce sont des mondes qui cohabitent en fait.
Voilà, la cohabitation de l'ancien monde avec le nouveau monde, mais rien ne prendra le pas sur l'autre parce que ce sont 2 univers totalement différents. On va raccrocher un peu le volant. Vous êtes entrée dans la communication par voltage en étant directrice de la communication. Totalement par hasard. Totalement par hasard. Ah bah de toute façon tout ce que je fais c'est par hasard. C'est par hasard. Bah, en fait moi je revenais de Belgique, c'est-à-dire que mon métier c'était pilote automobile. Donc voilà, donc j'ai commencé à chercher du travail. J'ai un copain qui m'appelle, il me dit Voltage cherche une directrice de la communication. Oui, sauf que moi je ne sais pas du tout ce que ça veut dire en fait. C'est hyper drôle. Et il m'a dit vas-y. Et donc là, j'ai fait un entretien. Et en fait, je l'ai tellement emballé, je lui ai tellement dit, mais moi, je vais travailler, puis je vais arriver avec des idées nouvelles que personne n'a, et que dans la communication, on est rentré dans le train-train et machin. Je lui ai fait mon argumentaire de commercial de base, de mon produit moi-même. Il m'a serré la main, il m'a dit, je vous engage parce que vous avez des coronesses. Voilà. Donc en 2001, vous intégrez la méthode Coé pour plusieurs années, quotidiennement sur TF1, donc vous êtes soudainement très connu. Vous gardez quel souvenir de cette période ? Alors, quand Bataille et Fontaine sont venus nous chercher, c'était Coé donc qu'ils voulaient, avec ce concept, la méthode Coé. Et à un moment donné, TF1 leur a dit, oui, mais il faudrait un sidekick à côté. C'est quoi un sidekick en fait ? C'est quelqu'un qui fait des blagues et qui relance un peu Coé. Voilà, qui a du répondant. Donc on a fait un énorme casting géant. Et à 15 jours de l'émission, n'étant pas satisfait en tout cas du résultat, TF1 et Coé m'ont regardé, c'est toi. Oh. Et là, on a commencé à rentrer avec Coé dans un espèce de truc où moi je gérais, où lui, et en fait on a construit le truc à l'instinct. Et là, ça a été l'explosion très rapide. Un matin, vous sortez dans la rue et les gens vous parlent, vous reconnaissent et vous dites « Ah oui, quand même, c'est... » voilà. Ça doit faire un Rappelons quand même que à l'époque, j'ai l'impression d'avoir 6000 ans, à l'époque, il y a 6 chaînes, on fait quand même 4-5 millions de téléspectateurs, on sait tous les jeudis soirs, on fait de la radio le matin, on fait des primes, on fait des trucs, on part en déplacement d'antenne. Et là, on se dit « Ah oui, effectivement, il se passe quelque chose. » Et c'était compliqué parfois d'être la seule femme du plateau, sachant que c'était quand même une autre époque par rapport à aujourd'hui où le féminisme fait quand même pas mal d'avancées. Vous portez quel regard aujourd'hui sur le fait d'être la seule femme et peut-être... c'est compliqué parce que, en fait, vous jouez tous les rôles. La fille drôle, la fille qui est capable de faire le bonhomme, la maman, le chef d'orchestre, en fait, c'est tous les métiers. Alors oui, je me suis fait bousculer par les garçons parce que les garçons sont parfois des imbéciles, en fait, sur les vannes, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'arrêter. Il y a un moment où vous lui dites « stop ». Ah bon ? Ça n'a pas trop changé. Non, ça fait 2 heures que je te dis stop. Voilà, ça n'a pas beaucoup changé. Mais voilà, c'est l'être humain qui est comme ça. Mais on était quand même très heureux tous ensemble, en fait. Oui, ça sentait qu'il y a un esprit de camarade. C'était très familial, un vrai esprit de corps. Ouais. Est-ce que vous pensez que la place de la femme dans le paysage audiovisuel a évolué ou c'est le même qu'avant ? Ça a changé ? Ce qui est compliqué dans ces métiers de femmes, c'est que d'imposer des femmes, parce qu'il faut imposer des femmes. Alors moi, j'ai un vrai problème avec ça. C'est-à-dire que genrer le choix ne me plaît pas du tout. C'est-à-dire qu'entre un homme et une femme, on va prendre une femme. C'est pas du féminisme. Ouais, non, et on sort de la compétence. C'est ce qui me dérange. D'un autre côté, est-ce que le téléspectateur avait aussi envie de voir des femmes ? Les chaînes ont tenté plein de primes avec des femmes, ça fonctionnait pas très bien, c'était pas, voilà, il y avait assez peu de femmes qui étaient très entertainer. Donc voilà, donc la faute, elle est multifactorielle en fait. Elle est un peu de tout le monde parce que le téléspectateur avait pas spécialement envie de voir de femmes. Vous savez, les femmes vis-à-vis des femmes sont très très dures, très violents quand même. Aujourd'hui, les choses s'apaisent. C'est comme l'automobile, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une espèce de mutation qui doit s'opérer tout doucement, sans forcer, juste faire rentrer des gens dans les créneaux. Après, c'est en fonction de l'aspiration aussi de chacun. Mais d'imposer les choses, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Voilà. C'est toujours la limite de dire, si on le fait pas, il y en aura pas. Enfin voilà. Donc, faut doser. C'est compliqué. C'est comme l'accélérateur, faut doser. Après arrive l'après-Coé. Est-ce que c'est difficile de passer à autre chose, autant vis-à-vis du public que vous, d'avoir de nouveaux projets D'abord, quand vous êtes très marqué TF1, tout le service public, c'est mort. Les nouvelles chaînes de télé, D'abord, très, très duo. Donc, en plus, est-ce que Cécile de Ménibus est dissociable de Coé ? Est-ce que Coé est dissociable de Cécile de Ménibus ?
Oui, ça a été difficile dans le sens où, d'abord, ça a été difficile d'arrêter la méthode Coé, ça a été difficile de se repositionner, et à un moment donné, moi je le dis clairement, je pense que plus personne ne savait quoi faire de moi. Oui, parce que vous étiez trop marqué. En fait, qu'est-ce qu'on va en faire, quoi ? C'est là que, du coup, vous décidez de reprendre les études ? Non, c'est là que je pars 6 mois à Las Vegas. Ah oui ? Ouais. Faire quoi ? Rien. Je paraphrase Johnny Hallyday, c'est de retrouver l'envie d'avoir envie. Ah oui, parce que vous en étiez là. Le truc, c'est de dire, il faut que vous compreniez pourquoi on ne veut pas de vous. Oui. Parce qu'au début, vous dites, mais je comprends pas, je suis connue, je fais de l'audience, je suis plutôt sympa, je fais pas de caprice, je fais pas de machin, je fais pas ci. À force de dire, bah ça, je fais pas, mais tu fais quoi en fait ? C'est quoi ta valeur ajoutée ? C'est quoi ton expertise ? Et en fait, la mutation de la télévision fait qu'aujourd'hui, vous avez que des experts. Experts immobiliers, experts machin. Et moi, j'avais aucune expertise. Donc moi, je savais tout faire, mais quand vous savez tout faire, vous savez rien faire en fait. Ouais. Pour comprendre ça, il faut sortir du système, vous mettre loin. Pourquoi Las Vegas ? Las Vegas, parce que y a pas de famille. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de gens qui travaillent. Moi, je bois pas d'alcool. J'aime pas les boîtes de nuit. Ah oui. Je ne me drogue pas. Et j'aime pas le jeu. Donc, inutile de vous dire que ça a été un grand moment de solitude. Je suis arrivée là-bas, au bout de 3 jours, j'avais envie de rentrer. Et je me suis dit, je vais faire 6 mois. Je vais me mettre au bord d'une piscine et je vais regarder les gens et je vais m'ennuyer. Je suis revenue au bout de 3 mois. J'ai laissé toutes mes affaires là-bas en me disant, sinon, je reviendrai pas à cause des visas. Oui. Je suis revenue faire un téléfilm avec Véronique Jeuneste et je suis repartie. Mais la boule au ventre en me disant mais qu'est-ce que je vais faire là-bas, mais qu'est-ce que je fous là-bas. Et en fait, quand je suis rentrée, mon ciel s'est éclairci. J'avais de nouveau envie de faire des choses. J'avais de nouveau laissé les choses derrière moi, parce que c'est pareil. Quand vous faites de la télé, que vous appelez Cécile de Ménibus, vous voulez faire quoi comme métier ? C'est-à-dire que quand j'appelais mes copains en me disant tu veux pas me prendre dans ta boîte ? Pour faire quoi ? Mais pour faire quoi ? Je vais pas te mettre à la compta, au standard. Tu veux que je te fasse faire ? Je vais pas embaucher Cécile de Ménibus, en fait. Sur quelle chose, sur quels critères, sur quoi, en fait ? Et je voyais toutes mes copines avec leur nouvelle émission. Je me dis, oh là là, je ne veux pas voir ça. Je vais m'expatrier, je vais aller loin. Et je vais regarder ça de très très loin. Et peut-être que je manquerai à certaines personnes. En fait, pas du tout. C'est dur pour l'ego. Vous arrivez à l'aéroport en disant la France entière va m'accueillir. Voilà. Et en fait, il faut se dire, on va transformer les choses. C'est-à-dire qu'il faut changer de paradigme. C'est-à-dire que la Cécile de Ménibus doit rester ça, mais elle doit montrer ses nouvelles facettes et elle doit montrer ce qu'elle est capable de faire aussi. Donc je me suis dit, le meilleur moyen de le montrer, c'est de faire une école qui marque les gens, en l'occurrence, un master communication politique à Sciences Po, et de reprendre mes études. Et donc de passer de bac -1 à bac +7. Donc j'ai fait les cours pendant 2 ans. J'ai rendu un mémoire sur l'importance des réseaux sociaux en campagne présidentielle américaine et française. Ah oui. Et là, des amis très proches à moi, en l'occurrence Christophe Jacubizine, qui était le patron du service politique de TF1 à l'époque et aujourd'hui BFM Business, m'a dit moi je veux te prendre dans l'interview politique et tu vas faire l'interview inattendue. Et le fait d'écrire Sciences Po sur mon LinkedIn, ça a permis de dire elle est capable de faire une blague, mais de s'arrêter aussi et de faire une interview à quelqu'un parce qu'elle a travaillé et qu'elle connaît bien le sujet et elle va aller chercher des choses. Et donc voilà, et donc l'interview politique et machin, la matinale LCI avec Pascal de la Tour du Pin, et tout naturellement, Patrick Roger, Sud Radio, pour faire la matinale info. Et tout doucement, ça glisse vers les choses et vous pouvez montrer que finalement, on peut faire des blagues rigolotes, on peut faire de l'humour, faire des vannes, et on sait aussi parler sérieusement. Tout en étant consistant. Mais on n'est pas obligé de faire ou l'un ou l'autre. On a parlé de la télévision, mais il y a aussi la radio qui prend beaucoup de place dans votre carrière professionnelle. Ouais. Vous avez toujours mené les deux de front, télévision et radio. Et pourquoi ce média aussi ? Est-ce qu'ils sont les complémentaires de la télévision ? Qu'est-ce qu'il apporte en plus ? Vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans votre salle de bain, vous êtes au travail. Il faut à un moment donné, par la voix de quelqu'un, créer des images. Ouais. Je veux que quand les gens sont dans leur cuisine ou dans leur salle de bain, ils soient captés par le son. Et je veux que quand ils sont au téléphone et qu'ils ont coupé le son de la télé, ils soient captés par l'image. D'accord. Donc, il faut vraiment travailler les deux. Il faut travailler l'image et vraiment travailler le son. Et toujours tenir compte
de la personne qui écoute. Et c'est ce que j'ai toujours tendance à reprocher aux gens, de dire, mais en fait, vous faites de la radio pour vous. Moi, je fais de la radio pour l'auditeur. Il faut que ce soit intelligible, clair, et je veux pas qu'on soit dans l'entre-soi. Et souvent, je leur dis, non, mais là, vous parlez entre experts, donc on vous a perdu. Mais moi, j'ose le dire, en fait. Il y a marqué « Parlons vrai » sur nos murs, donc à un moment donné, il faut le faire. Et on oublie toujours que derrière la télé, il y a un téléspectateur ou il y a un auditeur. Et c'est pour lui qu'on le fait. Et c'est lui qui vous fabrique. C'est lui qui vous fabrique et c'est lui qui vous défabrique, en fait. C'est-à-dire que le jour où il veut plus vous voir, il coupe la télé. Moi, j'existe aujourd'hui, dans ma qualité de personnalité, grâce aux téléspectateurs et grâce aux auditeurs. Donc, je leur dois tout, en fait. Donc, tous les jours, je me dis, faut que je me remette en question pour leur apporter le meilleur, parce qu'ils ont la gentillesse de me faire rentrer dans leur maison, dans leur voiture, dans leur télé, dans leur truc. Et ça, il faut jamais l'oublier. Jamais, jamais, jamais. Plus étonnant, vous êtes lieutenant-colonel de la réserve citoyenne de la gendarmerie nationale. En quoi ça consiste ? En fait, je travaille au service communication, ça s'appelle le CIRPA de la gendarmerie, sur plein de sujets. Ils ont une équipe de réservistes citoyens. La gendarmerie se remet énormément en question sur plein de sujets, en disant il faut qu'on aille chercher à l'extérieur des gens qui peuvent nous créer des rebonds et nous dire bah là, c'est peut-être pas bien sur la communication. C'est très très large, sur des grands procès, sur des prises de parole, sur plein de choses. Et en fait, ils vous appellent en disant bah là, on a un sujet, est-ce que tu peux venir ? Et c'est toujours hyper intéressant, en fait. Et je fais la même chose avec la préfecture de police de Paris, puisque je suis aussi réserviste. D'accord. Préfecture de police de Paris. Et là, je gère la prise de parole des commissaires. Après, c'est sur des sujets d'unité, enfin, voilà, des choses dont je ne peux pas vraiment parler, mais voilà, sur des sujets et c'est très prenant. Divers et variés. Ouais, mais c'est hyper intéressant, en fait, c'est d'être aussi en éveil tout le temps. Et puis, c'est bien, parce que c'est assez rare que les personnalités publiques s'engagent pour les forces de l'ordre. Ça, c'est sûr. C'est très, très, très rare. Et moi, je le fais avec beaucoup de recul, beaucoup de douceur, beaucoup de pédagogie, beaucoup de voilà. Moi, j'ai fait 20 ans de documentaires sur la police, en immersion. Donc, les policiers me connaissent bien, ils connaissent mon engagement et ma loyauté. Et les gens qui me voient à la télé depuis des années savent que je ne suis pas une menteuse, que j'ai un franc-parler, que je dis les choses. Donc on est dans la vérité, que ce soit du côté du citoyen comme du côté de la police ou de la gendarmerie. Sur un autre ton, vous avez écrit un roman aussi, qui est un hommage à votre mère et votre sœur, qui s'appelle « Je voudrais tout prendre d'elle ». C'est sur le deuil de votre sœur. Vous aviez besoin d'extérioriser ? Pas moi. Ça faisait très longtemps que maman avait envie d'écrire un livre, et elle me disait « Mais voilà, je vais écrire un livre, ça va intéresser personne ». Et puis voilà, je lui dis « Mais tu sais quoi, je vais l'écrire en fait. Je vais l'écrire à ta place ». Et j'ai fait un truc très étonnant, c'est que je l'ai fait accoucher par une journaliste. Et quand j'ai lu, en fait, il y a plein de choses que j'ignorais totalement. Ah bon ? Et là, je suis tombée de ma chaise. Et comme c'est surprotection de protéger ses enfants, de pas raconter des trucs. Et là, en fait, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je me suis dit, et j'ai appelé maman, je lui ai dit, mais tout ça est vrai ? Elle m'a dit, bah oui. Et je l'ai appris à 45 ans. C'est incroyable. Et donc, je l'ai écrit vraiment pour elle. Mais j'ai pas du tout aimé l'exercice. Je déteste raconter mes drames, en fait. Je déteste ça. Quand on se retourne sur tout ce que vous venez de nous raconter, et encore, on n'a pas pu évoquer toutes les activités tellement vous en avez, on a l'impression que vous avez absolument peur de rien, que vous avancez, et c'est un peu ce que vous disiez, si la lumière a l'air intéressante, que ça pique votre curiosité, vous allez y aller. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans cette même dynamique. La peur n'évite pas le danger. Encore une fois, c'est ces mots, anticipation. La radio, c'est quelque chose qui peut s'arrêter du jour au lendemain. La télé, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Nous, on n'est pas salariés, on n'est pas de... Voilà, moi, j'ai pas de pôle emploi, j'ai pas de machin. Si demain, ça s'arrête, j'ai plus de travail. Donc, j'anticipe. Tout peut s'accorder et se regrouper. Ce que vous faites à droite peut toucher, voilà, ce que vous avez appris sur une expertise, vous pouvez l'utiliser là. En fait, c'est comme ça qu'on ne s'ennuie pas dans sa vie professionnelle. En tout cas, de mon côté. Et il y a quand même un moment où vous vous êtes dit, la marche est un peu haute là, ça va être compliqué, ou vous avez renoncé. Mais tout le temps. Moi, je débarque dans un truc et je me vends en disant, ouais, ça va être super, merci beaucoup. Et je rentre chez moi et je me dis, mais sans déconner. La matinale de Patrick Roger, quand il m'a fait venir, je me suis dit, ouais, bien sûr.
sûr, ça va être super. Et pendant 6 mois, je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs en me disant je suis archi nulle, je comprends rien. Il faut que je comprenne pourquoi il dit ça, qu'est-ce que c'est que ça. Et à l'inverse, vous avez une fierté particulière, plus importante que les autres, quelque chose que vous avez réussi et qui vous paraissait insurmontable et vous en êtes particulièrement fier. À faire ce que j'avais envie de faire. Je rêvais d'être commissaire. Aujourd'hui, grâce à ce métier, je suis devenue réserviste. Je rêvais de rencontrer des personnalités, je les ai rencontrées. Je rêvais de faire des acrobaties, des machins, je l'ai fait. Je me disais, tiens, ça serait rigolo de tourner un truc, je l'ai fait. C'est ce qui me permet aujourd'hui de toucher à tout et de pouvoir avoir accès à beaucoup de gens. Et vous avez un prochain objectif, le prochain Everest? Il y a quelque chose là qui vous fait vibrer et que vous imaginez faire? En fait, ma vie est une autoroute. Voilà. Et si j'ai envie de sortir et de faire une digression et de m'arrêter déjeuner dans un routier, je vais m'arrêter. Voilà. Et puis ensuite, je vais reprendre ma route. Mais je ne ferai jamais demi-tour. Jamais. Ouais. Voilà. C'est tout droit. Moi, moi le présent est déjà le passé. D'accord, ok. Voilà. Ce qu'on vit là, c'est pour moi déjà... C'est déjà fini. C'est déjà fini. Moi, la vie, elle est devant. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais tous les matins, je me lève et je me dis, quel jour sommes-nous? On est ce jour-là, précis. Ce jour-là, il faut que j'ai rencontré quelqu'un. Il faut que j'ai ri. Il faut que j'ai appris quelque chose. Tous les jours. Sinon, ça n'a aucun intérêt puisque cette journée ne vivra qu'une seule fois. Moi, ma vie, c'est ça. Comment je peux me rendre meilleure, comment je peux arriver, machin. Et en fait, je me rends compte que j'ai vachement changé. Avant, j'étais de mauvaise humeur, un peu gueularde, un machin. Maintenant, je suis zen. Est-ce que vous avez un mantra qui vous pousse quotidiennement, une phrase qui vous revient à chaque fois et qui est, justement, c'est peut-être l'histoire du présent et du passé que vous me disiez? Est-ce que quelque chose... c'est ça. Et puis, je pense que c'est un truc d'éducation de ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, en fait. Voilà, c'est juste ça. Juste politesse, dis bonjour, merci, au revoir. Remercie toujours les gens qui t'ont aidé. Voilà. Et pour se quitter sur une note d'évasion et nous faire rêver, si vous deviez nous emmener en road trip, où est-ce qu'on partirait? Venez chez moi, c'est sympa. C'est où chez vous? Non mais moi je voyage pas beaucoup. J'ai la chance d'avoir une maison de campagne et en fait c'est la maison du bonheur. Moi, j'adore cuisiner, j'adore recevoir. C'est pour ça que j'ai monté une boîte d'aménagement d'intérieur, d'ailleurs, parce que je refais des cuisines chez des gens et c'est ma passion. J'organise des fêtes, des trucs à la maison et je me mets sur un canapé, je me dis « Ah, c'est cool, ils ont l'air de s'amuser, j'adore ». Voilà, c'est ça en fait ma vie. Et je pense que je suis née pour aider les autres. Si je suis connue et ce côté de notoriété qui m'ouvre, forcément, soyons clairs, beaucoup de portes, c'est toujours à l'endroit des autres, je pense. Ah, c'est super. Merci beaucoup, Cécile. C'était Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme,